Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Invité aujourd'hui David Racheline, sénateur, maire, Front National de Fréjus. David Racheline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer avec vous plusieurs thèmes, plusieurs parties. Votre bilan de maire, la région PACA, votre activité de parlementaire puisque vous êtes sénateur, et puis l'avenir du Front National. Alors, on va voir des images tout de suite puisque c'était le 5 avril 2014, ça fait donc un tout petit peu plus de 2 ans, presque jour pour jour, que vous avez été élu maire. Donc c'était à Fréjus, après les municipales de 2014. Donc c'est le moment d'un premier bilan. Une parenthèse d'ailleurs, il y a hier soir le bilan qui a été fait des conseillers départementaux Front National, donc qui ont été élus un an après. D'où cette question, pourquoi Fréjus est devenu depuis un certain temps une terre d'élection du Front National, le maire et les conseils départementaux? Écoutez, d'abord, je crois que nous avions à l'époque présenté un programme très riche, très structuré, très sérieux, qui a convaincu une majorité de Fréjusiens. À la suite de quoi, malgré le procès en incompétence qui nous est fait régulièrement, nous avons fait la démonstration de notre bonne gestion, de nos bons résultats. Et je crois que les électeurs, un an après, ont confirmé qu'ils nous faisaient confiance, ont confirmé qu'ils voyaient bien qu'on était sur la bonne voie, qu'on est sur la bonne voie, qu'on avance pour notre commune et qu'il n'y a pas eu de pluie de sauterelles, la mer ne s'est pas retirée et tout se passe bien. Est-ce que vous avez, de façon peut-être un petit peu obsessionnelle, l'idée de ne pas refaire Toulon ou Vitrolles? Non, mais moi, vous savez, j'étais même pas au Front National à l'époque où le Front National avait gagné. Vous en avez entendu parler, quand même. J'ai entendu parler, mais chaque commune a ses spécificités, chaque époque a ses responsables publics, et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très engagé à Fréjus pour une raison simple, c'est que j'y ai toujours vécu, et donc je connais bien ce territoire. Je n'ai pas l'intention de faire d'erreur parce que je le fais avec cœur pour ma ville. Alors, vous êtes assez assidu de Twitter. On va en voir quelques-uns de vos tweets pendant cette émission. On va voir le premier qui est très récent. Vous dites que la ville de Fréjus sort des empreintes toxiques contractées par l'ancienne municipalité UMP. Voilà, on voit ce tweet. Alors, vous insistez beaucoup sur l'aspect gestion du Front National. L'opposition n'est pas d'accord. Elle insiste notamment sur le fait que vous avez vendu un certain nombre de terrains communaux qui étaient dédiés à des activités sportives, mais pas uniquement. On va écouter le conseiller municipal d'opposition, Philippe Mougin. Il a vendu aussi des terrains qui vont attirer effectivement de nouveaux habitants, parce que les programmes qui sont prévus dessus sont des programmes démesurés pour la plupart. Donc des dépenses à venir non financées, notamment en matière de crèches, en matière d'école, en matière d'infrastructure. Il faudra bien accueillir ces nouveaux habitants. Donc tout cela n'est pas financé. Donc aujourd'hui, la gestion Front National à Fréjus, c'est une gestion au jour le jour, parce que les dépenses de fonctionnement n'ont pas diminué, et de ce fait, tous ces produits exceptionnels que sont la vente des terrains communaux, ce sont des coups de fusil à un coup. Que fera-t-il lorsqu'il aura sacrifié l'ensemble du patrimoine de la commune ? Gestion au jour le jour, coup de fusil à un coup, qu'est-ce que vous répondez? Vous savez, M. Bougin faisait partie de l'ancienne municipalité, il était l'adjoint d'Élie Brun, je le cite, c'est son ami de 30 ans. Et ils ont, eux deux, endetté notre commune de plus de 150 millions d'euros. C'était d'ailleurs, lorsque je suis arrivé aux responsabilités, la 5e commune la plus endettée de France, pour un budget de 100 millions d'euros. Alors, vu la situation catastrophique qu'ils m'ont laissée, j'ai dû prendre effectivement le taureau par les cornes. J'ai engagé toute une série de réformes, le non-remplacement d'un certain nombre de départs en retraite, la renégociation d'un certain nombre de marchés, la renégociation d'un certain nombre de subventions aux associations, la vente d'un certain nombre de terrains non stratégiques pour répondre à la demande de logement qui est forte à Fréjus. Et donc, ce n'est pas du tout une gestion à un coup. Au contraire, nous désendettons la commune, je le rappelle, en 2 ans de 16 millions d'euros sans augmenter la pression fiscale, tandis que M. Mougin et ses amis avaient augmenté les impôts de près de 30% quelques mois avant mon arrivée à la tête de la ville de Fréjus. Donc je crois au contraire que nous menons une politique très équilibrée de vente de terrains non stratégiques, c'est vrai, mais aussi d'achat de terrains stratégiques, puisque nous venons de voter lors du dernier conseil municipal l'achat d'un terrain pour quelque chose comme 300 000 euros qui va nous permettre de valoriser notre patrimoine culturel dans les mois et les années qui viennent.
Alors, il y a les finances à restaurer, donc vous en avez parlé, et puis il y a le reste, tout un aspect sur lequel vous essuyez en tout cas pas mal de critiques. En septembre 2015, il y a un forum des associations qui était organisé à Fréjus, et la mairie a refusé l'entrée à 2 associations sous prétexte qu'elles étaient politiquement orientées. Vous allez nous expliquer, c'est un centre social, et puis l'ASTI, c'est l'association de solidarité avec tous les émigrés. Écoutez à l'époque ce que disaient leurs responsables, et vous répondez ensuite. L'ASTI a des salariés qui sont des grands professionnels dans le montage de dossiers sociaux. Et un certain nombre de personnes au sein de l'ASTI ont peut-être à titre personnel des engagements politiques, mais l'ASTI, encore une fois, est une association neutre qui ne fait pas de politique. Je pense que c'est un acharnement. Alors sur quoi? Est-ce qu'effectivement on aide des quartiers effectivement défavorisés? Est-ce parce qu'on aide des familles issues d'immigration? Je ne sais pas. Nous on est petits. Je veux dire voilà, on est petits, mais on continue quand même à se battre. Alors, qu'est-ce que vous répondez à l'argument suivant? L'argument, c'est de dire, bon, le Front National, Toulon, Vitrolles, ils ont compris, ils vont bien gérer, ils vont faire une sorte de gestion un petit peu en bon père de famille. Mais c'est surtout l'aspect que la réalité du Front National ressort, c'est-à-dire sous l'aspect associatif. Est-ce que là, c'est pas un comportement discriminatoire? Vous savez, je suis membre du Front National et je l'assume. Je me bats contre l'immigration clandestine. Je me bats aussi contre les associations qui soutiennent l'immigration clandestine, comme c'est le cas de l'ASTI, qui souhaite apporter une aide à des gens qui n'ont pas le droit d'être sur le sol français et qui coûtent pourtant des milliards d'euros par an à notre pays. Je prends le simple exemple de l'aide médicale d'État qui coûte près d'1 milliard d'euros par an pour soigner des gens qui n'ont pas le droit d'être en France, tandis que nos personnes les plus fragiles, y compris à Fréjus d'ailleurs, les personnes âgées, les jeunes qui ne trouvent pas de travail, qui dorment dans leur voiture parfois, ne trouvent pas d'aide et certainement pas de la part de l'ASTI. Alors oui, j'ai fait ce choix de manière tout à fait assumée, hors de question de faire de la place pour des associations qui soutiennent l'immigration clandestine. C'est simplement une question de cohérence. Je sais qu'on n'est pas très habitué dans ce pays à avoir des hommes politiques qui soient cohérents vis-à-vis des idées qu'ils portent et vis-à-vis des actes ensuite. Nous sommes cohérents. On peut comprendre que vous n'ayez pas les mêmes idées avec une association X ou Y. Est-ce que pour autant, il faut l'empêcher de s'exprimer? Mais elle n'est pas du tout empêchée de s'exprimer. Simplement, il y a un forum des associations qui est là pour faire la promotion, j'allais dire, des associations fréjussiennes, sportives, culturelles. Et les associations politisées ne me paraissent pas être les bienvenues. Encore une fois, je pense qu'il faut assumer ses choix, être clair vis-à-vis des Français et leur dire... Nous sommes contre l'immigration clandestine, et pas seulement contre l'immigration clandestine, d'ailleurs aussi contre toute forme nouvelle d'immigration, car il rentre sur notre territoire 250 000 immigrés par an. Le gouvernement et ses complices, comme les associations subventionnées telles que l'ASTI, ne devraient pas, à mon sens, bénéficier de telles subventions. En tout cas, c'est mon avis. Alors, association politisée, on va en reparler au niveau de la région, parce que c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans le vocabulaire du Front National. On va en reparler tout à l'heure. On termine sur le bilan de Fréjus. Il y a un thème qui a beaucoup fait parler et fait couler beaucoup d'encre, c'est le thème de la mosquée. Il y a eu un jugement donc le 26 février dernier. On va voir des images de ce jugement qui a été rendu en correctionnel. Donc je résume, il y a eu des amendes pour l'association Al-Fat qui est gestionnaire de cette mosquée, des irrégularités reconnues dans le permis, mais pas de démolition demandée. On va écouter pour reposer le problème, au terme du jugement, l'avocat de l'association et le chef des affaires juridiques de la direction départementale des territoires et de la mer. On écoute. Du Var. L'essentiel est quand même assurer le respect de la liberté de culte, le respect de la liberté d'expression. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais il n'est plus question de détruire la mosquée. Voilà. Oui, il n'est plus question, en tout cas, le délibéré est assez clair là-dessus. Il n'est pas question de remise en état, effectivement, donc de démolition de ce lieu de culte, ce qui est effectivement une victoire pour l'association Al-Fat. Ce jugement marque une étape supplémentaire dans cette affaire un peu feuilleton de la mosquée de Fréjus. Je crois que c'est une décision, bien qu'on ne la commande pas, qu'il faut regarder de manière positive. Alors, il y a encore d'autres procédures judiciaires en cours. Elles sont complexes, mais au fond, c'est fini. La mosquée, elle ne sera pas détruite. Vous vous rendez compte de ce qui vient d'être dit par le représentant des services de l'État, le représentant de la DDTM, qui vient nous indiquer que c'est une étape positive alors que la mosquée de Fréjus a été construite sans permis de construire. C'est ce deux poids deux mesures qui est horripilant, M. Migaud. Avec un permis de construire qui n'est pas forcément légal, mais il y avait un permis de construire. Qui n'est pas légal, en effet. Donc moi je dis qu'il n'y a pas de permis de construire parce que s'il est illégal, il n'existe pas vraiment. Ce responsable des services de l'État, chargé de faire respecter la légalité dans notre pays, nous explique que le fait qu'un édifice soit construit sans permis de construire est une étape
positive. En revanche, lorsqu'un certain nombre d'entreprises locales ont besoin de soutien de la part de l'État, eh bien malheureusement on ne trouve pas l'État au rendez-vous, y compris quand il s'agit de préserver les emplois. Et ça, je le regrette vivement. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jugement en réalité? J'ai dit pendant 2 ans quelle était l'opinion de la commune sur ce permis de construire. L'opinion de la commune a été validée par le juge qui a condamné l'ancien maire à 100 000 € d'amende, l'association à 65 000 et son représentant à 15 000 € d'amende. Ça veut donc dire que depuis 2 ans et demi, même 3 ans maintenant, j'avais raison. J'avais vu juste et j'avais dit qu'en effet, cet édifice n'avait pas de permis de construire. Maintenant, il faut que ces gens-là, particulièrement les représentants des services de l'État, nous expliquent pourquoi, lorsque un édifice cultuel musulman est construit sans permis de construire, on ne le démolit pas, et pourquoi, en revanche, lorsque vous ou moi, nous construisons sans permis de construire, nous sommes obligés de démolir dans le quart d'heure. C'est la question que je me pose et que je pose et que je demande aux Français de se poser, car à mon avis, elle en dit long sur la vie politique de ce pays et sur la soumission, il faut bien le dire, à un certain nombre de communautés religieuses pour des raisons politiques et j'allais même dire clientélistes. Alors, la question, c'est de savoir si ça en dit pas long sur autre chose également. Personne ne conteste ces histoires d'irrégularité de permis de construire. Mais vous savez, ce qu'on vous reproche, c'est qu'on vous dit qu'en fait, ça tombe bien. On peut comprendre qu'il y ait pour vous peut-être derrière des questions d'identité nationale qui méritent peut-être d'être posées, mais pourquoi ne pas le dire? On a fait une émission sur la mosquée de Fréjus, hein. Vous l'avez peut-être vu, j'en sais rien. Oui, je l'ai vu. Elsa Di Meo était invitée, Elsa Di Meo qui était votre adversaire socialiste au municipal, c'était le 27 février dernier. Écoutez ce qu'elle disait, on va en discuter ensuite. Elsa Di Meo. J'entends les petites musiques électoralistes du Front National qui souhaitent faire durer au maximum ce sujet. Le tribunal administratif s'est lui aussi déjà prononcé. Maintenant, il y a un seul sujet. Est-ce que ce lieu de culte qui est édifié doit ou non être détruit? Voilà la réalité face à laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une réalité humaine, vous avez raison monsieur, mais c'est aussi une réalité politique. Et les responsables politiques que nous sommes doivent appeler à l'apaisement. Il suffit de la stigmatisation, il suffit du harcèlement qu'ont subi les croyants pratiquants de Fréjus. Voilà, aujourd'hui, il faut que nous passions à un autre sujet, qui est un sujet de vie quotidienne pour les Fréjusiens. Voilà, pourquoi ne pas dire tout simplement, David Rachin, qu'il y a effectivement un problème de permis, et puis qu'il y a aussi autre chose, il y a peut-être un problème d'identité nationale, de présence d'une mosquée au sein d'une commune, pourquoi pas le dire? Moi je m'en tiens, M. Migaud, à la loi républicaine. Et la loi républicaine, en principe, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas une loi pour les amis de Mme Di Meo, pour les amis de la mosquée de Fréjus, et une loi pour les citoyens de seconde zone en réalité, parce qu'aujourd'hui les Français, les Fréjusiens sont des citoyens de seconde zone dans leur propre pays, eux doivent respecter la loi et un certain nombre d'autres personnes peuvent ne pas la respecter. Il s'agit simplement d'égalité de nous tous, citoyens, devant la loi républicaine. Encore une fois, pourquoi on aurait le droit de construire sans permis de construire ou avec un permis de construire entaché d'illégalité dans un certain nombre de cas, alors que l'immense majorité des Fréjusiens doivent respecter cette loi et s'ils construisaient sans permis, alors ils seraient démolis immédiatement. C'est ainsi d'ailleurs que le procureur de la République lui-même, pas David Rachin, pas le Front National, le procureur de la République lui-même avait demandé la démolition de la mosquée. Par conséquent, il y a un appel en cours et je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. On termine ce chapitre, on passe ensuite à la région PACA. Juste une chose, ce serait une église ou ce serait un temple protestant, le problème serait, selon vous, le même? S'il y avait défaut de permis de construire, le problème serait exactement le même. Je crains que le jugement, lui, n'aurait pas été le même. C'est ça que je conteste et que je critique. Alors, la région PACA, c'est l'autre chapitre qu'on va aborder maintenant. Donc, on va repartir de l'élection du mois de décembre, donc où Christian Estrosi a été élu dans les conditions qu'on sait, avec le retrait du Parti socialiste. Je voudrais qu'on revienne au début sur le score. Là, on voit l'élection de Christian Estrosi, c'était à la fin du mois de décembre, quand Michel Vauzel, lui, transmet donc l'écharpe de président de région. Je voudrais qu'on revienne sur le score de Marion Maréchal Le Pen, qui était très important au premier tour, un petit peu plus de 45%. Ce score vous a sûrement réjoui, vous allez nous le confirmer. En revanche, il y a eu des thèmes sociétaux qui ont été abordés en région PACA, qui n'ont pas été, par exemple, en région Nord-Pas-de-Calais, avec Marine Le Pen. Vous parliez justement de politisation des associations. C'était un des grands thèmes de Marion Maréchal Le Pen. Le planning familial, on ne va pas refaire l'histoire. Elle a d'ailleurs poursuivi avec des propos en Italie
Attali, sur le mariage homosexuel, la polygamie. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que la candidate Front National en région PACA? Non, mais vous savez, Marion Maréchal Le Pen est une parlementaire libre, elle était candidate aux élections régionales, elle vous a donné ses impressions sur ces sujets. Moi, ce que je constate simplement, c'est qu'elle a fait une campagne particulièrement dynamique qui nous a permis de réaliser un score que le Front National n'avait jamais réalisé. Jamais. Jamais nous n'avions fait un si beau résultat, et je crois que c'est de bon augure pour l'avenir, car notre ambition, bien sûr, aujourd'hui, c'est de mener la campagne présidentielle puis législative ensuite. C'est ce que nous allons faire dans les prochains mois, et nous avons désormais un socle très solide en région PACA, vous l'avez vu, avec ses 45%. Non, mais je vous demande ça. Face à l'ensemble de la classe politique, quand même, rappelons-le. J'ai compris, mais je vous demande ça. Face à l'ensemble du système. On va y revenir là-dessus. On va parler de la plénière d'hier qui était importante. Je vous demande ça tout simplement parce que pourquoi on ne dit pas qu'il y a peut-être des sensibilités différentes au Front National? C'est pas un drame. Il n'y a pas de sensibilité différente au Front National. Simplement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un représentant du Front National ouvre la bouche, il s'agit pour un certain nombre d'analystes de rentrer immédiatement dans la polémique. Marion Maréchal Le Pen vous a donné sa sensation sur un certain nombre de sujets. Elle est libre de le faire. C'est son avis. Peut-être que moi, je n'aurais pas dit les choses de la même manière. Peut-être que si. Vous n'auriez pas dit que le planning familial est une association politisée? Mais le planning familial est évidemment une association politisée. Et elle a dit qu'il fallait être vigilant sur la dépense des deniers publics. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui sont au pouvoir depuis 30 ans, aussi bien à la tête de l'État que dans les collectivités territoriales, qu'il s'agisse du gouvernement, de la région, du département, qui vient d'ailleurs d'augmenter dans le Var les impôts de manière substantielle, tous ces gens-là ont très mal géré nos collectivités, ont très mal géré l'État. Et ils ont même conduit à la faillite de ces collectivités territoriales. Alors nous disons, attention avec les deniers publics de nos compatriotes. Il n'y a pas de ligne au Front National? Non, il n'y a pas de ligne au Front National. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle de Marine Le Pen. Tout ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen pendant la campagne régionale, on termine avec ça. Vous l'assumez? Mais je l'assume tout à fait. Sur le planning familial, elle a raison de dire qu'il faut être vigilant avec l'argent public et faire en sorte que les associations qui vivent avec l'argent des Français de toute tendance politique ne soient pas confisqués par des gens qui font de la politique avec l'argent des Français. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs aussi à Fréjus, dans le cadre d'un certain nombre de centres sociaux que je n'ai renommés moi centres socialistes, qui organisaient des manifestations avec le Forum républicain, une association d'extrême gauche, avec l'argent public. Ça, il n'en est pas question, et c'est simplement de la bonne gestion. Alors je vous disais, il y avait une plénière hier, très importante hier, c'est la plus importante depuis le début du mandat de Christian Estrosi, puisqu'on a voté le budget, un budget qui avait été présenté une semaine avant. Là, on voit des images donc de la plénière d'hier, et je vais vous faire écouter une réaction de Christian Estrosi. Alors justement, ça tombe bien parce que il dit peut-être quelque chose que vous auriez pu dire, puisqu'il insiste sur la nécessité à la région de baisser les frais de fonctionnement. On l'écoute. Alléluia. C'est à la fois de la diminution du parc automobile, c'est la diminution à la fois du matériel de confort, portable, ordinateur, imprimante, économie de fluide, suppression d'antennes régionales dispendieuses et inutiles. Et c'est aussi, bien évidemment, historiquement pour la région, la première fois que nous réussissons à arriver avec une suppression, un non-remplacement de départ à la retraite, à une baisse de 0,3% de la masse salariale. Alors, il y a eu des communiqués dès avant la présentation de ce budget, assez critiques, de la part des écologistes. Sophie Camard est très critique. Ladislas Polski parle d'un coup d'esbrouf, c'est le titre exact. Il a publié un communiqué qui s'appelle « Du résistant à l'esbroufeur ». Le groupe FN a été très critique également. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des airs de revanche ou de procès d'intention? Finalement, des économies, c'est pas mal, c'est ce que vous dites sur Fréjus. J'ai lu les communiqués de la gauche et de l'extrême gauche avec amusement. Eux qui ont permis l'élection de Christian Estrosi, eux qui se sont fait eux-mêmes harakiri, ne permettant pas à leurs électeurs, contre toute règle élémentaire démocratique, de permettre à leurs électeurs d'être représentés dans l'Assemblée régionale. Ces gens-là n'ont plus aucune crédibilité aujourd'hui. La réalité, c'est quoi? C'est que Christian Estrosi au pouvoir, on connaît. On sait qu'au département des Alpes-Maritimes, quand il était président, c'est une dette multipliée par 7, que c'est une dette multipliée par 3 à la ville de Nice, que c'est une dette multipliée par 7, là encore, à la métropole niçoise dont il est le président. Alors, s'agiter, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Aujourd'hui, on assiste à de l'agitation, on assiste à des propos, parfois même de comptoir, lorsqu'il nous dit qu'il va aller couler les bateaux des migrants qui arrivent sur le territoire national. On entend toute une série de déclarations intempestives, mais les actes, où sont-ils?
Que sont-ils? Eh bien, il n'y en a pas en réalité. Regardez, hier, je crois que mon groupe Front National a déposé une motion pour faire en sorte d'écarter l'UOIF de toutes les instances et de faire en sorte, même pourquoi pas, de demander la dissolution de l'UOIF. Pensez-vous que M. Estrosi, qui a critiqué l'UOIF ces derniers jours, qui sont des extrémistes musulmans, qui les a critiqués récemment dans la presse, a accepté de voter ce vœu ou cette motion? Non. Donc, nous avons des discours qui ne sont pas du tout en conformité avec les actes, et c'est ce que je reproche. C'est ce que reprochent précisément les électeurs de l'UMP à M. Estrosi, mais aussi à l'ensemble des dirigeants de l'UMP. La question de fond également qui est posée par cette élection régionale, ici en région PACA, c'est la même également en Nord-Pas-de-Calais. Et on ne vous a pas beaucoup entendu là-dessus, je voudrais vous la poser. C'est comment on peut faire 40% au premier tour et perdre une élection? Bien, écoutez, vous avez beaucoup dit que le système développait ses propres défenses immunitaires. On a compris ça, mais ce sera toujours comme ça. Il y a d'abord cette collusion évidente entre l'UMP et le PS. L'un vient à la rescousse de l'autre lorsqu'ils sont en difficulté pour préserver les intérêts de leurs amis, des associations politisées, etc., etc. Et puis, il y a surtout la caricature de notre programme. Et ça, c'est vrai que nous allons devoir faire un travail de ce côté-là. Oui, parce que j'allais vous dire justement, collusion peut-être, mais n'empêche qu'ils gagnent. Et les électeurs votent pour eux. Souvenez-vous, Monsieur Migou, ils ont peut-être peur de voter pour le Front National. Peut-être, mais c'est à nous de les rassurer. Quand un certain nombre d'observateurs, de médias et même nos adversaires caricaturent notre discours en disant par exemple qu'on va sortir brutalement de l'euro, en disant par exemple que nous traiterions différemment les Français en fonction de leurs origines ou de leur religion. À nous d'expliquer que ça ne sera pas le cas. À nous de montrer même par les actes que ça n'est pas le cas et que nous considérons les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur couleur de peau, exactement de la même manière. Écoutez, je me souviens d'un jeune homme qui était contrôleur dans un train, qui est venu me voir en me disant, on était entre les deux tours de l'élection présidentielle, et il me dit, si jamais la CGT m'a dit que si Marion Maréchal Le Pen était élue, alors les gens d'origine étrangère ne pourraient plus travailler à la SNCF. Rendez-vous compte de là où ils vont pour faire peur aux électeurs, alors que ce jeune homme, qui est un Français, aurait bien voté pour Marion. Monsieur Valls nous a dit que ce serait la guerre civile si jamais le Front National emportait un certain nombre de régions. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Moi, je pense que ils ont David très Rachid, peur. Je ne sais pas si c'est sérieux ou non, mais ce que vous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris, c'est que vous êtes quand même conscient que vous êtes peut-être un peu fautif dans l'histoire. Non, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez des médias, vous avez des adversaires politiques, vous avez même le Premier ministre qui, par peur de perdre place et prébande, insulte le Front National, caricature le Front National. Alors nous allons devoir faire un vrai travail de fond pour faire en sorte que les Français voient bien que nous sommes très loin de ces caricatures, que notre politique, par exemple, dans les communes que nous gérons, se passe très bien avec l'ensemble des habitants de nos communes. D'ailleurs, toutes les communes ont vu les conseillers départementaux présentés par le Front National être élus dès le premier tour, en tout cas la plupart d'entre elles. Il y a un taux de satisfaction de plus de 70% d'après les sondages de la gestion des communes par le Front National. Alors, à nous de montrer que nous sommes aptes aux responsabilités. Je crois qu'une grande partie des Français en sont conscients. La preuve, ils votent déjà à 45% pour nous, en PACA. À nous maintenant de faire le travail nécessaire pour aller chercher les 5% qu'il manque. Alors, troisième partie qui va nous tenir à peu près jusqu'au flash de midi, votre activité de parlementaire, puisque je rappelle que vous êtes sénateur. Alors, première chose, vous avez moins de 30 ans, vous êtes le Benjamin du Sénat, vous êtes le plus jeune sénateur que le Sénat ait eu sous la Ve République. On rappelle que la moyenne d'âge est quand même assez élevée au Sénat, elle a un petit peu baissé là récemment, oui, mais elle est assez élevée. Donc vous avez moins de 30 ans, vous êtes sénateur. Est-ce que vous n'avez pas fait un peu le parcours politique à l'envers ? Non, je ne crois pas du tout. Vous savez, lorsque j'ai décidé d'être candidat aux élections sénatoriales... sa carrière au Sénat. Non, écoutez, moi je l'ai commencé. Je crois qu'il y avait besoin d'un rafraîchissement d'abord dans cette haute assemblée où effectivement on y trouve des gens qui disent tous la même chose depuis une bonne trentaine d'années. Alors j'ai essayé de rafraîchir un petit peu tout ça. Et puis surtout, moi je suis passionné par ce rôle qu'a le Sénat de défendre les collectivités territoriales. Parce que je sais combien les collectivités territoriales aujourd'hui souffrent de l'absence de l'État et du désengagement de l'État, par exemple avec la baisse des dotations. Alors, nous avons un rôle tribunicien, certes, parce que nous ne pouvons pas modifier la loi comme nous sommes dans le groupe des non-inscrits, mais ce rôle tribunicien est très important parce qu'au Sénat, on sait maintenant que la voix des patriotes, de ces millions d'électeurs qui n'ont jamais eu de représentants dans cette Assemblée, sont représentés par des élus patriotes que nous sommes, Stéphane Ravier et moi-même. Oui, parce que vous êtes deux. Alors, avant de revenir sur une de vos déclarations au Sénat qui était sur l'état d'urgence, juste un point.
Vous avez un taux d'absentéisme important au Sénat, qui est d'environ 38%. Vous avez eu une querelle via Twitter avec Chantal Joanneau, qui disait qu'elle vous voyait très peu en commission de développement durable. Il y a des pénalités financières maintenant possibles hein, oui. Au Sénat. C'est le souhait du président Gérard Larcher. Est-ce que vous en avez eu? Non, je n'en ai pas eu, en tout cas pas pour l'instant. Je crois qu'il a bien fait d'ailleurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, de sanctionner en cas d'absence. Mais vous savez, moi je me concentre là où je suis utile. Et en commission, je suis beaucoup moins utile qu'à la tribune, où on me voit là d'ailleurs. Et je pense que intervenir sur les grands sujets qui touchent les Français, dans le cadre des discussions générales, dans le cadre de la discussion de la loi, dans l'hémicycle, est beaucoup plus important pour mes grands électeurs, ceux qui me font confiance, que de discuter en commission. Et donc je me concentre là où je suis encore une fois le plus utile et surtout le plus entendu, parce que parfois mes interventions donnent lieu à des débats à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça qui est très important. Alors, que nos électeurs aient conscience qu'ils soient représentés avec des déclarations fortes. Un exemple d'intervention, c'était à la fin du mois de novembre dernier, dans un contexte assez solennel, puisque c'était l'état d'urgence. On va vous écouter donc au Sénat fin novembre. Ce n'est pas en 3 mois que nous allons venir à bout de l'hydre islamiste qui gangrène notre pays comme l'ensemble de la planète. Quand on fait la guerre, il faut commencer par nommer son ennemi. Notre ennemi est l'islamisme radical. Celui-ci repose, il faut le dire, sur une lecture rigoriste de l'islam, le wahhabisme. Cette guerre est donc aussi idéologique et il me semble nécessaire de prendre conscience que cette mouvance a pu se développer en France, car notre société individualiste et matérialiste ne propose aucune transcendance. La nature ayant horreur du vide, les islamistes se sont engouffrés dans cette brèche. Alors Stéphane Ravier, justement, David Rachin, vous êtes deux avec Stéphane Ravier. Stéphane Ravier qui est donc sénateur à Marseille, donc vous êtes largement minoritaire. Hein. Comment on arrive à faire avancer ces idées du genre de celles qu'on vient d'entendre, quand on est deux au Sénat, ce qui pose c'est le même problème qu'à l'Assemblée d'ailleurs. Tout l'intérêt, c'est d'avoir une voix dissonante justement de ce qu'on entend habituellement et des discours convenus de l'UMPS depuis 30 ans qui ont conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Quand nous alertons, nous, sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de la déchéance de la nationalité, de la réforme constitutionnelle, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'acte concret. Aucune consigne n'a été donnée pour aller fermer les 100 mosquées salafistes qui sont aujourd'hui encore en fonctionnement dans notre pays. Aucune consigne n'a été donnée non plus pour expulser les imams radicaux qui prêchent la haine des valeurs de la République. C'est notre rôle que de le dire ça au Sénat, parce que personne ne le disait. Et croyez-moi, quand le ministre entend ça, eh bien, ça le force à réagir. Et c'est ça notre objectif, c'est de dire la vérité dans un endroit où malheureusement on l'entendait peu. La classe politique française a beaucoup évolué sur ces questions dans les dernières semaines. Là, les propos qu'on vient d'entendre, oui. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils étaient mieux reçus que ce qu'il l'aurait été avant au Sénat? La classe politique a en effet évolué. Il y a 10 ans, ça aurait fait hurler ce que vous avez dit. Là. La classe politique a évolué dans son discours. Ce que nous leur reprochons aujourd'hui, c'est de ne pas évoluer dans les actes. Car encore une fois, il y a toute une série de cités aujourd'hui qui sont gangrénées par les trafics de drogue, par les trafics d'armes, qui font le terreau du terrorisme. L'immigration massive et incontrôlée se poursuit dans notre pays, avec 250 000 immigrés qui rentrent chaque année sur le territoire, avec des migrants dans lesquels se faufilent d'ailleurs un certain nombre d'islamistes, sans que nous puissions ne serait-ce que contrôler nos frontières. Je crois que pendant la campagne européenne, l'UMP nous avait expliqué qu'ils allaient sortir de Schengen. On en est loin, puisque Schengen est conservé et même développé. Alors, c'est notre rôle, encore une fois, et même notre honneur, que de dire ces vérités et d'appeler à ce que la classe politique se responsabilise et passe de la parole aux actes. Alors un point qui est souvent méconnu, mais je voudrais qu'on reste une minute dessus, la réserve parlementaire, c'est chaque député qui dispose d'une somme d'argent, oui. C'est important, c'est un peu plus de 100 000 euros, hein, oui. Dont il dispose à sa guise. Une association de contribuables a attribué un lingot d'or à Georges Ginesta, que vous connaissez bien, qui est le député maire de Saint-Raphaël, parce qu'il donne la totalité des sommes à sa commune. Alors les autres maires de la circonscription n'ont pas forcément apprécié. On va écouter Georges Ginesta, le maire de Roquebrune-sur-Argent et le maire de Puget-sur-Argent. On écoute. J'avais une circonscription qui était beaucoup plus importante en nombre de communes et j'avais des petits villages. Et à ce moment-là, je répartissais ma réserve parlementaire sur des petits villages. Désormais, je n'ai plus que des grandes villes. Or, distribuer 10 ou 15 000 euros, comme je faisais avant, à 10 ou 20 communes, ça n'a pas de signification pour les grandes villes voisines. D'ailleurs, elles ne me demandent rien. Nous n'avons pas à mendier. Il sait de quoi nous avons besoin, ne serait-ce qu'après les inondations de 2011. Il savait dans quelles difficultés financières nous étions.
Maintenant, je peux comprendre que comme il a tout dépensé pour lui, et pour Saint-Raphaël, il n'ait plus rien à dépenser pour les autres. Je ne suis pas tellement demandeur par principe. Puis j'ai l'habitude de garder une grande indépendance. Et M. Ginesta, Georges, fait effectivement ce qu'il veut de sa recherche, de sa réserve parlementaire. Je pense qu'il est dans son bon droit. Et nous, Puget, nous ne lui avons rien demandé. Alors, on ne reste pas 2 heures là-dessus. Là, c'est l'utilisation de votre réserve parlementaire. Je vais vous en parler juste après. Georges Ginesta, c'est pas faux ce qu'il dit. Hein. Il a beaucoup moins de petites communes. Il donne moins d'argent à des petites communes. C'est logique. Georges Ginesta, c'est totalement faux ce qu'il dit parce qu'en réalité, il s'agit d'une opération clientéliste. Il se sert de l'ensemble de sa réserve parlementaire, oubliant ainsi qu'il est parlementaire national, un parlementaire de la République, et que nombreuses sont les communes qui sont en difficulté aujourd'hui et qui attendent des parlementaires justement une aide. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est exactement l'inverse, justement, d'essayer de donner à toutes ces communes abandonnées, oubliées des responsables publics des grosses communes de la Côte d'Azur, et d'essayer de soutenir des communes telles que Régus, comme Fox-en-Four, et comme quelques autres qui en ont besoin. Est-ce qu'il est exact, David Rachin, que vous avez utilisé une partie de votre réserve parlementaire pour restaurer des vitraux d'une église à Bordeaux? Oui, absolument. À côté de Bordeaux, dans une petite commune. C'est un peu comme Georges Ginesta. Alors lui, il donne à sa commune, puis vous donnez à Bordeaux. Moi, je donne dans toute la République à chaque fois qu'il y a un projet qui me paraît pertinent. Et je ne consacre pas l'ensemble de ma réserve parlementaire à ma commune parce que je considère qu'il faut être de ce côté-là le moins clientéliste possible. Et donc là, en l'occurrence, en effet, voici une ville qui m'a demandé une aide pour défendre nos traditions, pour défendre notre tradition, notre patrimoine. Mais il n'y a pas de circonscription. Nous sommes des parlementaires nationaux, des parlementaires de la République, au Sénat, oui, elle tout entière. Oui. Mais à l'Assemblée nationale aussi, on est député de la République. On n'est pas député de Saint-Raphaël. C'est ce qu'a du mal à comprendre malheureusement M. Ginesta. Et je crois qu'il devrait prendre conscience que nous faisons la loi pour l'intégralité de la République, l'intégralité de notre pays. Et donc il faut changer d'attitude, bien sûr. Il nous reste un petit quart d'heure, David Rachin. Je voudrais juste vous faire réagir à ce qu'on vient de voir là sur ces manifestations assez spontanées, nuit debout, donc à Paris, et maintenant qui commencent à s'exporter en province. Je vous voyais regarder les images de Nice. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que vous avez ça à Fréjus déjà? Non, nous n'avons pas ça à Fréjus, mais je crois qu'il y a une angoisse sociale qui monte et qu'il faut prendre en compte. En effet, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets de la politique du gouvernement. Mais je crois néanmoins que le seul moyen de véritablement faire bouger les choses, c'est de promouvoir au moment des élections une politique qui soit totalement alternative. Parce que les Français, je crois, en ont soupé des promesses de la part de l'UMP et du PS qui font l'exact contraire de ce qu'ils promettent pendant les élections une fois au pouvoir. Et donc, je crois que le Front National, lui, mérite la confiance des Français pour changer, pour tout changer. Parce qu'en France, il faut tout changer. Alors, on va terminer donc la partie qu'on avait commencée avant le flash, qui était la partie de votre travail parlementaire. Je voudrais vous poser une dernière question là-dessus. Ça porte sur le cumul des mandats. Oui. Votre collègue du Front National, Marc-Étienne Lansade, qu'on va voir, a fait une déclaration, c'était hier, hein, c'est le maire de Cogolin, donc il a dit, bon, maintenant je vais clarifier les choses, je ne serai pas candidat aux législatives en 2017, je resterai donc maire de Cogolin. Donc ça, c'est réglé. Vous êtes sénateur, vous êtes maire de Fréjus, vous devrez prendre une décision en septembre 2017, vous devrez choisir, est-ce que vous savez déjà quel sera votre choix ? Non, c'est un petit peu prématuré pour en parler. Il y a 3 possibilités qui s'offrent à moi. Celle de rester maire de Fréjus, celle de rester sénateur, celle pourquoi pas de partir pour le combat de l'Assemblée nationale et de la députation. Vous savez, j'essaierai d'être là encore le plus utile pour les habitants de Fréjus et puis aussi le plus utile pour mon pays qui compte énormément à mes yeux. Et je crois qu'il faudra prendre une décision à la fin de cette année. Je ne manquerai pas de vous la communiquer. Alors la 3e possibilité que vous venez d'évoquer, ça tombe bien parce que je voulais vous poser la question, c'est de savoir si entre-temps vous ne serez pas devenu député. Peut-être. C'est une possibilité. Les investitures, c'est en train de se jouer à partir de maintenant déjà. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, je crois que nous avons le temps. La 5e circonscription du Var, par exemple, ça peut être intéressant. Je crois que nous avons le temps. C'est celle de Georges Ginesta. Oui, je crois que nous avons le temps. Je crois que nous avons un travail à mener. Aujourd'hui, je suis maire de Fréjus, sénateur. J'ai un travail à mener jusqu'au bout. J'ai engagé toute une série de réformes à Fréjus qui fonctionnent, qui permettent à la ville aujourd'hui de respirer mieux financièrement, avec toute une série de projets nombreux dont on aura peut-être l'occasion de parler un autre jour. Et je crois qu'il n'y a pas d'urgence à se décider aujourd'hui. Il faut laisser le temps au temps. Donc aujourd'hui, la députation, en tout cas, je retiens que vous dites pas non. Mais ça doit être passionnant, l'Assemblée nationale.
Aussi passionnant que le Sénat. Probablement. Au moins autant. Alors, on termine l'émission. Il nous reste un peu plus de 7 minutes avec des sujets divers, un petit peu plus nationaux. L'affaire de cette semaine, c'est cette affaire donc de Panama Papers. Ce sont des révélations, je simplifie, sur un certain nombre de sociétés offshore et sur leurs actionnaires. Mis en cause un proche de Marine Le Pen qui s'appelle Frédéric Chatillon et sa société Riwal. On va voir tout de suite un tweet. Je parlais au début d'émission de vos tweets et de votre affection pour ce genre de mode d'expression. Vous avez tweeté la chose suivante: nous sommes extrêmement sereins. Aucun élu ni dirigeant actuel du Front National n'est concerné par ces affaires. La défense du Front National, c'est de dire: attendez, mais il y a Jérôme Cahuzac qui a été cité, c'est pas pour autant que le PS est impliqué. Patrick Balkany, c'est pas pour autant que les Républicains sont impliqués. C'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Chatillon, une société Riwal, qui était une société de prestation de services pour le Front National. C'est pas pareil. Et donc? C'est pas les mêmes liens qu'entre Cahuzac et le PS et qu'entre Balkany et les Républicains. Nous sommes allés demander, vous êtes allé demander aux clients de la Société Générale si ils étaient impliqués dans l'affaire, alors que semble-t-il. C'est la question qu'on vous pose, justement. Ça n'a strictement aucun sens. Pareil. La réalité au Front National, c'est qu'il n'y a pas un élu, un cadre, un dirigeant, un adhérent même, j'allais dire, qui est touché par cette affaire. En revanche, dans les autres mouvements politiques, oui, on a eu l'occasion de constater qu'un certain nombre de noms, M. Balkany, je crois, M. Guérini et quelques autres, qui sont, eux, des élus grâce à leur parti politique, UMP et PS, qui sont touchés par ces affaires. La réalité, c'est que M. Chatillon, en effet, est un prestataire de services qui a déclaré ce qu'il a investi à Hong Kong, en l'occurrence, c'est pas du tout au Panama comme on a bien voulu le dire. Et donc, non seulement le Front National n'est concerné ni de près ni de loin, parce que ça ne concerne en rien le Front National, mais une société par laquelle il passe occasionnellement pour de la communication, contrairement aux autres mouvements politiques, en effet. Quand on parle d'une affaire qui touche les Républicains et la société Big Malion, le Front National hurle au scandale, c'est pas la même chose. Là. Non, ça n'a strictement rien à voir, parce qu'il n'y a rien d'illégal. Vous avez peut-être remarqué que dans Le Parisien, on publie la liasse fiscale de M. Chatillon qui indique clairement que les sommes investies à Hong Kong sont parfaitement déclarées, que les services fiscaux français sont au courant, que M. Chatillon a payé ses impôts en France. Et donc, d'ailleurs, je vous signale que ça a fait pchit. Plus personne n'en parle. Si ça avait dû nous mettre en difficulté, je pense qu'on en parlerait encore. Frédéric Chatillon, qu'on voit là ici, est mis en examen dans l'enquête sur le financement des campagnes présidentielles et législatives de 2012. Votre nom a été cité là-dedans pour un possible emploi fictif. C'est-à-dire que Riwal vous aurait salarié en tant que conseiller en communication. Est-ce que vous démentez à nouveau ? Oui, non, mais évidemment. Et d'ailleurs, je ne suis même pas ni mis en examen. J'ai été entendu. Les choses sont extrêmement claires. J'ai été payé pour un travail qui a bien été réalisé. Je crois qu'on est bien loin des organisations limite mafieuses du Parti socialiste et d'un certain nombre, par exemple, dans le Pas-de-Calais ou à Marseille, où là, on voit des détournements de plusieurs millions d'euros sans jamais que les hommes ne soient sanctionnés par leur mouvement politique. Nous, tout est extrêmement clair et je crois que l'enquête, d'ailleurs, il faut lui laisser le temps d'aller au bout parce qu'on lance beaucoup d'accusations, on se comporte nous-mêmes et surtout vous, d'ailleurs, comme des véritables tribunaux, alors qu'en réalité, la justice est dessus et c'est elle qui jugera, pas nous. 2 points pour terminer, David Rachin. On va voir dans l'écran ici l'affiche du Front National dont on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup commenté, la France apaisée. Voilà, on la voit. C'est tout le problème aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, quand on a parlé des régionales, bon, apparemment, l'opinion publique ne perçoit pas pour l'instant le Front National comme facteur d'apaisement. Comment vous pouvez transformer ça assez rapidement? Mais c'est à nous de montrer en effet que nous faisons des choix politiques qui vont aller vers l'apaisement. Je vous prends un exemple avec les libertés individuelles. Nous ne voulons certainement pas remettre en cause les libertés individuelles, comme le fait d'ailleurs aujourd'hui le gouvernement, en permettant par exemple la surveillance de chacun d'entre nous, sans même plus d'ailleurs passer par un juge. Les libertés numériques, qui sont aujourd'hui gravement atteintes, avec entre autres la loi sur le renseignement et quelques autres lois qui ne permettent plus aux Français de circuler librement sur Internet. Bref, sur toute une série de sujets, nous voulons en effet, lorsque nous luttons contre le communautarisme et lorsque nous défendons une République une et indivisible, nous luttons pour l'apaisement de cette République et pour faire en sorte de faire cesser ces affrontements permanents qui ont été créés par les responsables publics de notre pays. Donc dans bien des domaines, en effet, nous sommes un facteur d'apaisement et nous voulons aujourd'hui le démontrer par nos propositions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ce qui s'est passé au régional prouve le contraire ?
Entre les deux tours, en tout cas. Mais ce qui prouve le contraire, c'est l'attitude délibérément hystérique de nos adversaires. Lorsque, encore une fois, le Premier ministre nous explique qu'il va y avoir la guerre civile si le Front National emporte une région, c'est tout à fait scandaleux et hors de propos. Sauf qu'à la marge, peut-être qu'un certain nombre de Français croient encore ce que raconte ce monsieur Valls. Certes, ils ne sont plus très nombreux, j'ai vu les sondages d'opinion, mais la réalité, c'est que nous avons aussi de notre côté, certes, un travail à faire que nous allons faire pour que les Français nous voient tels que nous sommes réellement et pas d'après la caricature de nos adversaires. Je crois que ça, c'est très important. Un dernier point, David Rachin, pour terminer l'émission, parce que c'est un point qui ne concerne pas uniquement le Front National. On a parlé tout à l'heure de votre... Peut-être que vous souhaiterez être député, hein, j'en sais rien, on verra. Il n'empêche que dans un scrutin, dans le mode de scrutin actuel, c'est très difficile. Une des promesses de François Hollande, c'était d'introduire un petit peu de proportionnel. Il faut le faire vite, parce qu'après juin, on ne pourra plus. Hein, on ne peut plus le faire dans l'année qui précède l'élection. Est-ce que vous lancez un appel ici pour qu'il y ait de la proportionnelle aux prochaines législatives? La proportionnelle, c'est la garantie de la véritable démocratie. Et nous, au Front National, nous sommes partisans de la proportionnelle intégrale à toutes les élections, seul moyen d'une représentativité précise et véritablement démocratique des Français. Il est absolument scandaleux, par exemple, que le Front National, avec ses millions d'électeurs, n'ait que 2 représentants à l'Assemblée nationale et 2 représentants au Sénat. Je crois que pour l'ensemble des mouvements politiques, il faudrait qu'ils puissent être représentés à la hauteur de ce qu'ils représentent réellement, et c'est la garantie qu'offre la proportionnelle. C'est pour ça que nous y sommes bien sûr favorables, et nous appelons le gouvernement à procéder à une promesse qu'il avait faite pendant la campagne électorale, vous l'avez souligné. Est-ce que vous y croyez à une annonce sur la proportionnelle d'ici fin juin? Très franchement, non, malheureusement, parce que je pense qu'ils vont tout faire pour éviter que le Front National soit très bien représenté pour ces élections législatives, soit même, pourquoi pas, majoritaire. Et vu les résultats aux dernières élections, il est possible que nous soyons majoritaires pour qu'enfin nous puissions tout changer dans notre pays, et c'est nécessaire. Merci David Rachin, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une autre Voix est libre. Très bon après-midi sur France 3. À samedi. Au revoir.